l'islam. C'est une pratique destinée uniquement pour choquer la population et pour pouvoir asseoir la domination sur la population. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Et un autre exemple pour cela, c'est qu'il y a une mosquée à Tombouctou dont une porte ne s'ouvre pas comme ça. Donc il fallait des conditions pour ouvrir cette porte. Et les gens, la population pensaient que quand on ouvrait sans remplir ces conditions, un malheur tomberait sur la ville. Mais ces gens sont venus et du coup ils ont cassé la porte. Et rien ne s'est passé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, on est plus grand que Dieu. Donc on peut faire ce qu'on veut, personne ne peut rien. Donc vous avez un intérêt à vous soumettre. Ça c'est de deux. Pour revenir aux commentaires de son Excellence sur les réseaux de drogue au nord du Mali, ça c'est arrivé parce que le nord a été démilitarisé selon l'accord d'Alger en 2006. Et ATT a été tellement sous pression occidentale que, soi-disant qu'ils ne luttaient pas suffisamment contre ce truc-là, ils ont voulu créer un mouvement qui a eu naissance après la guerre de Libye, mais ça, comme les Bourbons étaient là depuis avant 2006, on voulait créer ça pour armer ce mouvement. Quelle indépendance on parle? Les Touaregs n'ont jamais eu de territoire dans le nord de l'Afrique, parce que c'est des nomades. Ils sont dispersés entre le Mali, l'Algérie, la Mauritanie et le Niger. Donc, historiquement, la Libye, historiquement, ils n'ont pas un territoire. S'ils veulent réclamer un territoire, c'est à partir de la moitié de la Libye, un peu vers le nord-est du Mali, du Niger, et puis un peu de Burkina jusqu'à Mauritanie. Est-ce qu'ils peuvent gérer tout cela? Donc on ne peut pas parler d'indépendance des Touaregs, parce qu'une population qui représente moins d'1% de la population ne peut pas se lever du jour au lendemain, prendre des armes et lutter contre un régime démocratiquement élu. Si des pays occidentaux ont voulu soutenir ce mouvement, c'est que c'est des pays antidémocratiques. Et on a parlé du financement, par exemple, de ce mouvement ou des mouvements islamiques qui on a bien l'impression qu'ils viennent du Qatar. Et certains pays occidentaux ont fermé les yeux là-dessus parce qu'il y a des investissements qataris qui se passent dans ce pays-là. Et d'où j'ai parlé de RFI. Moi, je n'ai jamais dit que RFI ne diffusait pas de nouvelles sur le Mali, mais c'était la nature de l'information. On avait beaucoup l'impression, les Maliens avaient beaucoup l'impression que RFI prenait parti. Et en plus de RFI, il y a France 24, il y a même une journaliste qui a crié des joies sur antenne quand MLA a proclamé son indépendance. Donc il faut faire la part des choses. S'ils veulent leur indépendance, qu'on aille au référendum. Le MLA n'a jamais parlé de référendum. Jamais. Et aujourd'hui, j'ai vu à la télé que le parti flamand en Belgique a gagné aux élections législatives. Et leur leader parlait d'indépendance ou de confédération en Belgique. Pourquoi le MLA ne peut pas réclamer leur indépendance de cette manière? Qu'on aille au référendum. Simple. Mais on ne peut pas prendre des armes contre un régime démocratiquement élu, tuer des innocents, parce que nous, on veut être roi en tant que minorité dans un territoire à 99% noir. Et on n'a jamais eu de discrimination contre ces gens-là. On a une histoire liée depuis des centaines d'années. Depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu un gouvernement où il n'y a pas eu un ministre Touareg dedans. L'actuel président adjoint de l'Assemblée nationale du Mali est Touareg. Mais de quoi on parle? Qu'est-ce qu'on veut? Que les gens comprennent un peu, quoi. Non, c'est vraiment ça me montre. Bravo. Petite dernière intervention et après on discute ensemble. Pour préciser l'exemple que vous avez donné sur la mosquée, la porte de la mosquée à Tombouctou qui a été détruite, parce que quand on donne l'information, il faut aller jusqu'au bout. Oui, justement. Il faut savoir aussi qu'après avoir détruit cette porte, ils l'ont bien reconstruite et fermée. Okay. Et la porte elle est bien fermée. Voilà, donc c'était juste pour choquer la population. Et aussi les
personnes qui ont détruit les premiers mausolées, mais il y a 4 personnes qui ne vivent plus aujourd'hui, qui sont tombées malades d'une maladie et les mausolées ont toujours bien été entretenus au Mali. Chaque année, on les entretient bien. On va donner le dernier mot à M. Traoré et après, c'est fini. Oui. Le complément que je voudrais ajouter est tantôt quand la sœur l'a parlé par exemple du Qatar, effectivement, ce n'est pas le gouvernement qatarien. En fait, c'est des hommes d'affaires du Qatar qui ont des sous et que Iyad Ali, quand il était en Arabie Saoudite, a noué des relations là-bas. C'est de là maintenant les souffles. Maintenant, est-ce que les Occidentaux peuvent mener maintenant pression sur le gouvernement qatari pour bloquer ces gens? Ça, c'est la question. Bon, de l'autre côté, par rapport à la porte dont le monsieur parlait tout à l'heure, les gens ont raconté beaucoup de choses. Ce qui est vérifié, parce qu'on disait que quand cette porte s'ouvrait, que c'était la fin du monde. Certains ont raconté ces histoires-là au Mali, à dehors du Mali. C'est pas ce que les Tomoxiens disent. Que cette porte de mosquée-là, on l'a reconstruite tout juste le début des années 1900. Et quand on construisait ça, il y avait un certain nombre de passages à dire que le jour où on va défoncer cette porte, ce serait comme, pour les Tomboxiens, de vue comme la fin du monde. Ça s'est passé comme ça. C'est comme la fin du monde pour les Tomboxiens. Parce que la façon dont ils se trouvent dans la détresse, dans la désolation, tout ce qui les arrive aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ça? Le Saint-Homme les a dit par rapport à toujours ça. Bon, moi j'ai intervenu dans ce sens, c'était juste pour expliquer la raison pour laquelle. Good. Yeah. Can we finish? It's too much. Moi, je n'ai même pas fini, mais c'est bon. Quand même, moi je ne vais pas réhabiliter les Touaregs, mais tout de même, attention l'histoire. Qui a fondé Tombouctou, qui a fondé cette fameuse université il y a des milliers d'années, tout de même les Touaregs. Moi je ne suis pas du tout dans la politique, mais mêlée à tout ça, mais mon Dieu, le patrimoine de l'humanité, ce sont les Touaregs qui ont créé cette université. Non, ça c'est pas vrai. Vous pouvez me lapider dehors, mais en tout cas, je existe et je signe. Non, ce n'est pas le Touareg seulement. Merci beaucoup d'être venu. Je voulais juste vous annoncer que parmi nous, Il faut rectifier cette information. nous avons 3 piliers dehors. Vous pouvez me l'appliquer dehors. 3 piliers. Le pilier de notre club que je vous présente ici, monsieur Klaus Petersig, historien. Et moi, je suis vraiment surpris que votre club RFI, en tant que membre de ce club, vous défendez comme ça, sans prévenir rien, une partie. Ce n'est pas seulement les Touaregs qui ont fait ça. L'histoire du Mali, c'est tout le Mali. Et ces mosquées-là, moi, j'y ai aidé, je les ai vues entretenues, construites par toute la population de Tombouctou, pas les Touaregs. Tombouctou, c'est une ville très mixte. Il y a des Peuls, il y a des Touaregs, il y a même des Sambaï. Tout ça, c'est Tombouctou. Il n'y a pas que les Touaregs. Ça, c'est bizarre. Je voulais juste réhabiliter tout de même un petit peu les Touaregs. Il a été une question de tout sauf ça. Mais je voulais juste réhabiliter concernant une chose qu'ils ont faite. Ils ont contribué, mais comme d'autres. Voilà, comme d'autres. Mais plus correctement, oui. On va continuer la discussion autour du verre de l'amitié. Voilà. Et si vous me permettez de conclure en tant que président du club des RFI, merci. Alors, je voulais juste terminer, vous présenter notre club et nos 3 piliers. Monsieur Klaus Petersig, historien, vice-président. Malik Berkati, ici présent, algéro-suisse, trésorier. Moi-même, Micheline Brulin, française et philologue. De RFI. La prochaine manifestation sera consacrée